Merci beaucoup. Alors, je vais faire plutôt un point d'information qu'une grande démonstration. Je voulais vous parler de la parution récente de la liste des entrepôts thématiques de confiance du Comité pour la science ouverte, et avec évidemment un focus sur l'archéologie. Alors, juste un petit point, qu'est-ce que le Comité pour la science ouverte? Parce que peut-être certains d'entre vous ne le connaissent pas, mais de toute façon, ce que je vais dire, vous pourrez le retrouver intégralement en ligne, donc sur le site Ouvrir la science. Donc, je vais passer assez rapidement. Alors, le Comité pour la science ouverte, il a un rayonnement national, hein, il a pour mission de définir une politique de science ouverte et d'en assurer le développement. Vous voyez qu'il a plusieurs missions, notamment aussi le développement des compétences. C'est ce qui est intéressant aussi dans les échanges d'hier. Il a aussi, comment dire, euh, les, il entre aussi en négociation avec les éditeurs. Aussi, ça, c'est aussi un point très important par rapport à tout ce qui est publication scientifique dans le domaine de la recherche. Euh, et il a aussi le but donc de renforcer et de favoriser l'accès aux connaissances, mais pas seulement en publication, les données, les logiciels, les codes sources. Alors, de quoi est composé le comité pour la science ouverte? Donc, il y a un comité de pilotage, un secrétariat permanent, des collèges et groupes d'expertise et enfin un forum pour la science ouverte. C'est du collège et groupe d'expertise que je vais parler sur. Vous voyez qu'il y a plusieurs collèges qui, en fait, se sont répartis les grandes compétences par rapport à la science ouverte, donc publication, données de la recherche, Europe et internationale, compétences et formations, code source et logiciels. Et parallèlement à ça, il y a deux groupes d'expertise, édition scientifique ouverte et expertise juridique. Il y a aussi des modes de financement qui sont mis en place, donc le Fonds national pour la science ouverte. Donc là, je montre un peu euh, les appels à projets qui ont été retenus dans ce cadre et qui concernent surtout les effets, les UNIFR. Je vous invite à regarder ça plus en détail sur le site. Et enfin, de venir un peu sur ce qui nous intéresse un peu plus, c'est donc le Collège de données de la recherche. Donc, il a été mis en place en 2018 et les pilotes actuels sont Véronique Stoll et Frédéric Delamotte. Il compte actuellement 17 membres. Donc, ces missions, en fait, ça regroupe un peu tout ce qu'on a échangé depuis ces derniers jours. Et donc, c'est voilà, renforcer la connaissance en pratique de matière de collecte, de gestion et d'ouverture des données et encourager l'application des principes FAIR. Alors, je vais montrer quelques productions qui ont été euh, publiées sur le site Ouvrir la science. Alors là, c'est un espèce de guide juridique qui pourrait vous intéresser. Donc, c'est à l'initiative de l'INRAE qui a mis en place ça. Je vous invite donc à le voir en ligne et le consulter plus en détail, mais vous voyez qu'il aborde un peu tout le cadre et les grandes questions qu'on s'était posées aussi dans le cadre de ces journées. Je mentionne aussi dans la collection Passeport pour la science ouverte, celui consacré aux données de la recherche. Là aussi, je vous ai mis le sommaire pour voir un peu de quoi il s'agit. Mais il y a quelque chose de très intéressant, en tout cas ce qui nous concerne actuellement dans le cadre de ces journées, c'est ces fameux cycles de vie dont on parlait. Et je voulais vous montrer justement sur ce cycle-là quelque chose de très intéressant. C'est que c'est pas seulement un cercle, c'est que vous voyez qu'il y a une petite chose qui part comme ça après analyse, calcul, traitement, archivage. Voilà, donc en fait, c'est quand même deux notions qui se complètent l'une l'autre, hein, c'est-à-dire l'ouverture des données de la recherche, les entrepôts, etc., d'une part pour la visibilité des données, mais d'une autre part aussi la conservation sur le long terme, l'archivage, les bordereaux de versement, tout ce dont on a parlé ces jours-ci. Et donc moi, je vais vous parler du petit cercle. Alors, où publier ces données dans quels entrepôts?
Donc, il y a en fait trois grandes branches qu'on peut mentionner. Donc, il y a entrepôt recherche Dataloove. Alors, celui-ci n'a pas vocation voilà, à accueillir toutes les données de la recherche. Il se concentre vraiment sur voilà, les communautés qui ne disposent pas d'entrepôts thématiques reconnus. Ensuite, il y a les entrepôts institutionnels que certains peut-être utilisent. Et enfin, les entrepôts thématiques ou disciplinaires. Donc, vous regardez sur le petit logigramme, ça peut vous guider un peu sur comment faire pour publier ces données. Donc, la première question, c'est le jeu de données est-il communicable? Il n'est pas communicable, bon, on s'arrête là. Il est communicable, donc on peut envisager le dépôt dans un entrepôt. Donc, est-ce qu'il existe un entrepôt thématique recommandé ou un entrepôt institutionnel? Si oui, c'est donc bien là où il faut mettre ces données-là. Et sinon, on peut donc envisager donc le dépôt dans l'entrepôt recherche data. Je vous mentionne aussi, donc c'est un peu l'objet de ce point d'information, la parution donc de la note méthodologique sur sélectionner un entrepôt thématique de confiance pour le dépôt des données. C'est une mission qui avait été confiée donc, au Collège des données de la recherche il y a un peu plus d'un an. Donc, pour d'une part, proposer une définition de critères de confiance qui permettrait de sélectionner ces fameux entrepôts et d'établir une première liste qui, bien sûr, sera alimentée par la suite. Donc, cette mission-là donc, est coordonnée par Marie-Emilia Herbet de l'Université Lille 3 et Cécile Arène de Sorbonne Université. Donc, cette note méthodologique, elle est en ligne, hein, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Je vais passer peut-être un peu plus rapidement pour qu'on gagne un peu de temps. Voilà le sommaire. Alors juste aussi un petit point, c'est qu'évidemment, il existe déjà beaucoup de portails d'entrepôts, hein, qui listent des entrepôts thématiques. Le but donc, de cette nouvelle liste, c'est évidemment de donner une nouvelle liste, mais basée sur une méthode qui est un peu plus, on va dire, restrictive, parce elle met à la fois en place des critères d'exclusion et des champs de description adaptés pour que le chercheur puisse mieux s'orienter. Donc, parmi les critères d'exclusion, l'absence de modération des dépôts, l'absence d'identifiant pérenne, l'absence de garantie sur la pérennité de l'infrastructure, les entrepôts qui pratiquent la cession des droits, une politique tarifaire excessive, la localisation des données hors Union européenne pour certains types de données et un dépôt restreint par l'affiliation institutionnelle. Les champs descriptifs reprennent un peu ce qui est important en fait de noter quand on décide de mettre ces données dans un. Voilà, donc vous pouvez trouver en ligne cette première liste. Alors pour l'instant, c'est un tableur Excel parce qu'on avait la volonté voilà, de le mettre à disposition le plus rapidement possible. Bien sûr, il y aura aussi voilà, un outil qui permettra d'interroger de manière, par une recherche avancée, tous ces entrepôts. Alors pour l'archéologie, je mentionnerai donc cette première liste-là en commençant donc évidemment par Nacala parce que c'est quelque chose qui est quand même largement plébiscité par les archéologues, il faut vraiment le signaler. Donc c'est vraiment l'entrepôt de référence pour les SHS, hein, dans l'écosystème national des entrepôts recherche Dataloove. Donc je vous invite bien sûr en premier lieu à regarder cet entrepôt-là. Toutefois, d'autres entrepôts existent. Donc, je citerai aussi ArcOpen, qui est la version libre, ouverte d'un autre portail qui s'appelle Archéologis, qui permet aux chercheurs en archéo de partager certaines données et surtout de manière géoréférencée. Ensuite, il y a évidemment le Conservatoire national des données 3D. Alors, c'est pas forcément un entrepôt orienté archéologie, mais de fait, en fait, il contient beaucoup de données en archéologie. C'est pour ça qu'il a été mentionné dans cette liste-là. Il y a aussi alors, Data Station Archaeology.
Alors celui-là, il est un peu particulier parce qu'il est destiné initialement aux Pays-Bas, mais il s'ouvre sur d'autres pays. Donc peut-être qu'il correspondra à certaines de vos attentes pour votre programme de recherche. Et enfin, deux portails pour finir, mais plutôt en sciences connexes. Donc là, c'est aussi un entrepôt de données pour la représentation 3D d'objets physiques dans le domaine de la recherche, Morphosource, et ISOARC, qui est un entrepôt pour les échantillons bioarchéologiques, qui est en fait voilà, qui regroupe ça à l'échelle qui se veut mondiale. Voilà. Euh, donc, moi, j'ai terminé. Je voulais juste vous dire aussi que cette liste est une première liste et qu'elle, bien sûr, elle viendra s'alimenter, s'enrichir. Et on attend aussi vos retours, d'ailleurs, si vous avez des remarques sur ces listes-là. Je vous remercie.